On est quel jour aujourd'hui? Mercredi. Alors lundi, qu'est-ce qu'on en avait lundi? Ah, Bioénerval venait récupérer la poubelle de biodéchets. Alors ça, c'était important parce qu'on avait quand même une poubelle de 250 litres remplie de biodéchets qui datait tout simplement du week-end précédent. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du week-end Low Carbon City, Forum Low Carbon City. Il y a eu beaucoup de choses. Et c'est une jeune association avec de jeunes gens qui ont réussi à obtenir certaines faveurs de la mairie de Paris, puisque bon, ils ont obtenu cette salle déjà, et puis les salles à l'étage, et puis le jardin, et puis la mairie du 4, et puis le marché Popincourt. Ils ont fait un forum sur toutes sortes d'initiatives. Il y avait 180 intervenants sur 2 jours, sur toutes les thématiques avec des tables rondes. Il y avait un marché donc éco-responsable avec au moins, je ne sais plus, 70 exposants. Et puis ici, il y avait des ateliers sans arrêt. Et puis, du coup, il fallait préparer à manger pour les bénévoles. Il y avait 80 bénévoles. Et ça a été préparé notamment avec des invendus alimentaires. Il y avait aussi une disco soupe le samedi soir. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la disco soupe. Si vous connaissez, vous levez la main, ça permet ça. Non. Ouais. Donc, repas collaboratif préparé avec des invendus alimentaires. Donc, on avait cette poubelle. Voilà. Alors, je vous raconte ça parce que moi, je travaille ici. Je m'appelle Guillaume et je travaille et je gère aussi cette maison qui s'appelle la Maison des acteurs du Paris durable et qui est un établissement de la mairie de Paris. Donc, moi, je suis un employé de la mairie de Paris, du service des espaces verts, de la direction des espaces verts et du service d'écologie urbaine. Puisque nous avons un service d'écologie urbaine à la mairie de Paris qui s'occupe de certains sujets de l'écologie urbaine, sachant que l'écologie urbaine, évidemment, toutes les directions s'en occupent, hein, parce que quand c'est la voirie, quand c'est les déplacements, c'est pas nous. Voilà. Nous, quand c'est les déchets, c'est pas nous non plus, mais nous, on s'occupe notamment du plan climat. Alors ensuite, on a eu la LPO qui a fait une journée sur la biodiversité des écoquartiers. Alors c'est aussi juste parce qu'il y avait une partie, c'était cohabitation faune-citadin. Voilà. C'était une question qui se posait sur cette journée-là. Alors maintenant, je vais vous expliquer certains événements qui vont avoir lieu ici. Donc, par exemple, le week-end prochain, si vous connaissez des gens qui seraient intéressés pour mettre en place, soit dans une fac, soit dans un quartier, soit dans n'importe où, en fait, une distribution, un approvisionnement en commerce équitable, il peut venir à cette formation de 2 jours, qui est gratuite, qui est donnée par Faire un monde équitable, et qui se déroulera ici, samedi et dimanche prochain. Je crois qu'il reste quelques places. Mardi 2 octobre, qui vient, donc, il y a le WARN, We Are Ready Now. Qui connaît We Are Ready. Okay. Ah, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas que je suis en train de mettre des... Non, c'est parce que du coup, ça me permet de voir un peu... Parce qu'on dit que le monde de l'écologie est petit, mais moi, en fait, je vois ici tellement de gens et de groupes différents, et je vois que c'est des gens différents, selon d'âge différents, ou de sexe différents, ou de vêtements différents, et puis surtout des têtes différentes. Et puis des fois, on trouve des gens qui on voit dans plein de groupes aussi. Il y a des espèces de... Voilà, de caméléons qui passent partout. Et t'en repas là, ça va être mettre la France au vélo. Bon, ça promet d'être super. La dernière fois, ils avaient fait comment faire un repas durable entre potes. C'était plein. Et puis surtout, c'était très, très bien expliqué. J'avais fait une pièce de théâtre pour expliquer une situation. Quelqu'un qui était contre le bio, quelqu'un qui était pro bio, puis quelqu'un qui était très ouvert. Et c'était plus de plein d'informations qui étaient données. Le week-end, le 6-7, le bootcamp. Alors là, c'est là va faire la 2e année qu'on travaille du coup avec des collègues de la mairie de Paris, de la jeunesse et des sports, et qui ont entamé quelque chose pour 2024. Vous savez, il y aura les Jeux Olympiques. Donc, tous les ans, jusqu'à 2024, on va faire un appel à projet pour les jeunes jusqu'à 26, de 18 à 26. Donc, on a même des collégiens des fois. C'est tous les projets à impact positif, voilà, qui peuvent améliorer la société. Et tous les ans, on va récompenser 24 projets qui vont obtenir une formation de 6 ou 7 soirées, plus un week-end. Et sur les 24 projets, à la fin, il y en a 3 qui gagnent de l'argent. Et ils travaillent pour ça avec Make Sense. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Make Sense. Alors, depuis qu'ils existent maintenant, en français, on dit faire du sens, alors que normalement, ce n'est pas français. Alors voilà, Make Sense, je vous conseille, ils ont un lieu pas loin d'ici qui s'appelle le Sense Cube.
Bon, évidemment, c'est plutôt sur tout ce qui est entrepreneuriat social. Hein. C'est pas forcément beaucoup sur l'écologie, mais voilà, donc on va les accueillir. Ah, sinon, il y a Kaizen. Tu connais Kaizen? Ah. Donc Kaizen qui avait été créé par Cyril Dion. Ouais, ils vont s'interroger sur leur propre rôle, puisqu'ils vont se demander est-ce que le journalisme de solution peut changer le monde? Ça, comme ça. Alors ensuite, un réseautage-papotage. Bon là, tout le monde connaît réseautage-papotage. Oui. Ah, je dis ça parce que c'est moi qui l'organise. Alors, ça va être le 18e. Mais là, pas de bol, il va être fermé au public. Donc habituellement, c'est des soirées assez conviviales où on partage à la fois des idées, des projets et sa nourriture. Et là, par contre, il va être réservé aux volontaires pour le climat. Alors, vous avez peut-être entendu parler. Notre maire a fait voter les Parisiens sur est-ce que vous soutenez ou non le plan climat. Ils ont été 50 000 à dire on soutient le plan climat. Et en plus, ils pouvaient aussi laisser leur mail et dire je veux bien être contacté et devenir volontaire du climat, être contacté pour en savoir plus ou pour agir au quotidien. Voilà. Donc, on va organiser une soirée uniquement pour eux. Ils sont quand même 11 000 à avoir donné leur email. Enfin, ils sont 15 000 et il y a 11 000 emails valides, donc ça fait quand même un paquet. Ensuite, mardi 18, c'est un jeudi, Free Prod Party avec Paris Friendly, donc on attend au moins 250 personnes pour échanger vêtements, livres, objets, tout ça. Hercule, le réemploi, donc j'arrêtera. J'ai fait dépasser les 5 minutes, mais je peux reprendre une minute de plus. Donc, vous êtes bien à la mairie de Paris, là je vous ai parlé un petit peu du lieu. En fait, on a aussi un site internet. D'ailleurs, au départ, ils voulaient juste faire un site internet. Ensuite, ils se sont dit, il faut quand même qu'il y ait des community managers, sinon un site internet seul, ça ne marche pas. Et ensuite, ils se sont dit, ce serait bien s'il y avait un lieu, et donc ils ont dédié cette maison au réseau. Alors, le site, il n'est pas très beau. Par contre, c'est une mine d'informations. Alors, pour écologie relationnelle, par contre, je n'ai pas trouvé grand-chose. J'ai trouvé Aya, soirée Aya, donc ils y sont. Hein. Et puis, donc en gros, ce site, c'est à la fois l'information que nous, on produit chaque mois. On fait des thématiques. Ça, c'était livraison urbaine avec des vidéos. Là, j'ai pensé à, vous voyez, on peut regarder toutes les vidéos qui sont sur le site. Donc, les boîtes à vélo, Terrabilis, c'est un jeu de société. Des enceintes solaires. Là, c'est sur le chemin de la nature. Je ne sais pas si vous connaissez sur le chemin de la nature. C'est Christophe qui donc propose gratuitement de découvrir la consommation des plantes sauvages. Alors, il fait ça dans le bois de Vincennes en général. Mais il est très très calé, donc il propose aussi des formations. Il a monté aussi un MOOC en ligne pour apprendre à se nourrir avec les plantes sauvages. Donc là, en fait, comme on a des petits problèmes de réseau, j'ai préparé les choses à l'avance. Voilà. Et puis, on a un agenda qui est très complet. Vous voyez un peu tout ce qu'il y avait ce soir. On ne pouvait pas tout faire. Hein. Voilà. Inauguration de la maison de l'informatique responsable. Soirée rencontre Aya. Donc, dès lors que vous avez un profil, acteur du Paris durable, vous pouvez alimenter le site aussi avec vos actus, avec vos événements. Et vous pouvez aussi venir dans cette maison faire vos événements publics. Voilà. Mais si vous n'avez pas de profil, vous pouvez tout savoir quand même. Le site n'est pas fermé. Vous avez accès à toutes les informations. Et le petit moteur de recherche en haut à droite, là, c'est pas donnez-moi un mot que vous voulez chercher. Un mot qui vous intéresse. Permaculture. Permaculture. Sinon, tu vas faire exploser la machine. Là. Bon, c'est là qu'on va voir s'il y a du réseau ou pas. S'il n'y en a pas un, ce ne serait pas. Permaculture. Alors, l'intérêt par rapport à une recherche ailleurs, c'est que vous allez avoir des choses qui sont locales, Paris, couronne, petite couronne, grande couronne, et qui sont plus récentes que 2011, donc plutôt actuelles. Voilà, vous pouvez les classer par date. Et donc, ça va changer beaucoup par rapport à une autre recherche et vous allez tomber sur des gens que vous allez pouvoir contacter, peut-être avec qui vous allez pouvoir faire du site. Voilà, voilà. Maintenant, merci pour votre attention et bonne soirée à vous et à moi, parce que je reste avec vous.
écouter un petit peu du Mais un peu je de- sais pas. C'est plutôt bête parce qu'on a un PPT, parce qu'on a quelques animations modestes. Ouais. Nickel. Bon, je vais commencer. Ça marche. Test. C'est bon, ça marche. Je parle au micro, on n'est pas beaucoup dans cette salle, mais comme il y a beaucoup de gens qui nous suivent, quelques gens qui nous suivent en live, c'est mieux pour la prise de son en fait de parler au micro pour qu'ils entendent mieux devant leur ordinateur. C'était important pour nous de faire un live Facebook parce que vous allez voir ce qu'on a envie de porter. L'action, elle est avant tout dans les territoires, et notamment dans les territoires qui ont des spécificités, c'est-à-dire nos régions, je vais mettre devant la caméra, pardon. Nos régions, les régions des Sud également, vous allez voir qu'on ambitionne de travailler un dialogue Nord-Sud, et c'est pour ça que c'était intéressant de renverser un peu l'hégémonie du rôle parisien, on va dire, dans la culture, dans la tradition française, pour aussi s'intéresser à ce qui se fait ailleurs. Du coup, on espère qu'il y a quelques personnes dans les régions qui nous suivent. Alors, je vais vous présenter un petit peu l'association très rapidement. On va être plusieurs à prendre la parole, tous les fondateurs un petit peu de l'association AYA. Pardon, je vais mettre là. Ouais. Tous les fondateurs de l'association AYA, parce qu'au fond, par rapport à ce qu'on développe, c'était intéressant de décentraliser un petit peu la parole et de faire valoir la diversité qu'on incarne et la diversité qu'on espère que les futurs bénévoles incarneront et également qui rejoindront l'association. Porter un projet collectif, selon nous, ce n'est pas uniquement porter un récit collectif, c'est porter un récit collectif et c'est porter la somme des parties, c'est-à-dire valoriser également la diversité des individus qui composent ce collectif, un dialogue entre les deux. Donc on va se répartir un petit peu la parole. Moi, je vais commencer pour vous présenter la démarche globale de l'association AYA et puis les autres cofondateurs qui se présenteront à tour de rôle présenteront également la suite. Alors pourquoi c'était important pour nous de faire une réunion avec vous aujourd'hui? C'est parce qu'au fond, AYA est tout récent. AYA a été créé en janvier 2018, donc c'est tout jeune, on a 6 mois grosso modo, mais on fait face en fait à une demande un peu grandissante. On a du mal, on travaille tous à temps plein à côté, on a du mal à répondre à cette demande grandissante, donc c'est intéressant de s'ouvrir, mais aussi pour s'ouvrir à la création de communautés, à la création d'une nouvelle diversité, bref, à transférer AYA Association en AYA Mouvement, du coup, d'ici à milieu 2019. Alors, qu'est-ce que AYA? Cathy, tu peux me passer la diapo très rapidement? Alors, AYA est une association qui travaille dans le milieu de l'écologie et même le milieu de l'écologie politique. C'est-à-dire que notre association a pour vocation de proposer des propositions qui tendent à proposer un changement politique. Mais c'est une association non politicienne dans le sens où elle n'est reliée à aucun parti politique. On travaille bien sûr avec tous les acteurs du territoire, peu importe leurs étiquettes politiques de manière générale. Et puis au fond, on est parti d'un double constat. Pour penser nos approches, on s'est dit, de manière générale, la tradition occidentale est née d'un dualisme entre nature et culture, un dualisme entre objectivité et subjectivité, et in fine un dualisme finalement dans la façon de penser les projets sociaux. Ce dualisme, il n'est pas grave en soi, une trajectoire historique parmi d'autres, mais il a porté les germes d'une vision anthropocentrée du monde, c'est-à-dire qu'on raisonne uniquement le monde pour et par les humains. Ce faisant, on se prive de deux choses. D'une part, d'une véritable politique de l'écologie, et d'autre part, d'une façon de dialoguer avec les non-humains. En partant du constat qu'au fond, s'ouvrir aux non-humains permet un apprentissage collectif duquel il est important de valoriser, auquel il est important de s'intéresser. J'aime beaucoup cette expression qui a été portée par, cette idée, ce concept qui a été porté par l'anthropologue Anati, qui disait qu'au fond, additionner un humain et un non-humain, ça donne quelque chose qui est largement supérieur à la somme des parties. Autrement dit, si je prends un humain et un chien, c'est pas égal à un humain et un chien. Ça va être égal à un humain avec un chien. Ce avec crée un système de relations, de l'apprentissage, de l'amitié, des souvenirs, une intelligence qui va être propre à ces deux êtres et qui finalement va créer un monde en soi. Donc il nous semblait très intéressant de retourner justement vers cette relation entre humains d'abord, pour créer du partage. Entre humains d'abord, il faut créer du partage également avec les non-humains pour ouvrir au fond une nouvelle trajectoire de développement qui semble porter en son sein davantage de la diversité. Khalid, tu veux juste passer à l'animation suivante? Oui, donc du coup, ce double constat, penser très anthropocentré d'une part, et du coup, dualisme territorial d'autre part, c'est cette façon de penser que le progrès, c'est très lié en fait à cette vision anthropocentrée, que le progrès vient que des villes, que le progrès vient qui plus est que des métropoles, crée une dimension qui est hiérarchique, qui est très forte entre les villes et les régions, en France d'une part, et entre les pays du Nord et les pays du Sud d'autre part. Ce faisant, on se prive de quelque chose qui est essentiel,
la diversité territoriale. On se prive de l'héritage que nous portent au fond nos terroirs, nos territoires, les villes petites et moyennes qu'on oublie face au développement des grandes métropoles, etc. Face à ce constat, nous, on a voulu proposer autre chose, c'est ce qu'on appelle l'écologie relationnelle. Tu veux passer la diapo? Oui, merci beaucoup. Alors l'écologie relationnelle, pour vous expliquer en quelques mots ce que c'est, on pourrait en parler pendant pas mal de temps. D'ailleurs, on a une petite bibliothèque à l'arrière de la salle si vous voulez vous nourrir de quelques références sur cette thématique-là si ça vous intéresse par la suite. L'écologie relationnelle, ça dit quoi? Ça dit que si je regardais cette photo que vous voyez là d'un œil classique, en fait, comme on fait habituellement dans les sciences comme en politique, je vous dirais que je vois quoi? Écoutez, je vois un groupe, une communauté qui rentre chez eux dans un bateau traditionnel. Il y a des vieux, il y a des plus jeunes. Les plus jeunes semblent apprendre à manier le bateau avec les plus vieux. Ça leur servira toute leur vie parce qu'a priori, ils vivent proche d'un fleuve ou proche de la mer. Ça, c'est ce que nous dit la pensée classique. La pensée de l'écologie relationnelle va beaucoup plus loin. En fait, en nous disant, regardez, ici, on a un bateau qui est fabriqué en bois d'une mangrove, par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, il y a des savoirs qui sont perpétués au fil du temps. Il y a une connaissance de la mangrove qui est très importante au sein de cette communauté, qui s'est perpétuée au fil des siècles. On a un rapport au fleuve, sûrement à la Lune aussi, quand on pense le sens du courant dans un fleuve, par exemple. Bref, tout un faisceau de savoir, tout un faisceau d'actes politiques qui finalement crée un monde entre humains d'abord et un monde non humain ensuite. Ça veut dire en politique. Si on a cette écologie relationnelle, vous voyez qu'on va beaucoup plus loin en fait, dans le savoir et dans la compréhension de la diversité des territoires. Ça veut dire quoi en termes politiques? Ça veut dire plusieurs choses, mais il y en a deux ou trois qui me semblent vraiment essentielles. La première, c'est qu'au fond, humains et non humains sont interliés. Nature et culture ont toujours été interdépendants au fil du temps. Il est complètement fantasmé de se dire qu'on fait des séparations entre nature et culture pour asseoir une certaine autonomie des individus. Cette autonomie, c'est un mythe, en fait. L'homme est vulnérable, et pour lutter contre cette vulnérabilité, il a besoin de relations au quotidien. Et ces relations, bien plus que pour lutter contre sa vulnérabilité, permettent une trajectoire d'émancipation qui va être choisie, en fait, par les peuples qui composent des territoires de manière générale. Et du coup, vous l'avez compris, assumer cette écologie relationnelle, c'est porter en son sein une critique. En tout cas, un regard qui met en crise la trajectoire de développement telle qu'elle est portée actuellement de manière générale par les grandes instances nationales ou internationales, politiques, disons, capitalistes néolibérales, en se disant qu'au fond, cette trajectoire de développement est possible, mais qu'elle ne doit pas phagocyter, elle ne doit pas inhiber d'autres trajectoires de développement. Au fond, l'écologie relationnelle dit chaque territoire est unique, chaque territoire a le droit de choisir une trajectoire de développement qui lui est propre et qu'il faut arrêter d'imposer la façon occidentale de voir le monde aux autres peuples. Donc ça, c'est un peu le message qu'on a envie de porter avec Aya de manière générale. Vous voyez que c'est un message très générique. Mais l'idée, c'est d'offrir, on va le voir un petit peu après, des outils, du sens, en fait, à des acteurs qui, eux, s'engagent à l'intérieur des territoires. On va voir comment on le fait un petit peu après, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est intéressant de passer à l'étape d'après. C'est ce discours, ça y est, on a réussi à le valoriser dans les différents réseaux dans lesquels on a impliqué. Maintenant, c'est de porter des actions dans les territoires, avec vous tous, avec ceux qui auront envie de s'engager dans l'association, pour rendre matériel, en fait, concret, cette histoire d'écologie relationnelle. Je passe la parole maintenant à Pierre. Pierre, tu prends la suite. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'avais oublié cette diapo. Bon, très rapidement, oui, cette voie alternative, en fait, elle propose deux concepts. Le premier, c'est que, en fait, on décale l'action politique, non plus sur les individus eux-mêmes, mais sur les relations, en fait, qui composent les individus. Grosso modo, Aya est beaucoup plus Spinoza que Descartes. En fait, on s'intéresse beaucoup plus aux relations qui unissent ces individus qu'aux individus eux-mêmes jugés autonomes. C'est ce qu'on appelle l'écocentrisme, en fait, se concentrer sur les relations dans l'acte politique et non sur les individus. Et le deuxième, c'est quelque chose sur lequel on reviendra, c'est le dialogue, c'est de se dire qu'au fond, puisqu'il n'y a plus de trajectoire universelle, en fait, plus personne tient une vérité universelle. Et que dans ce cadre, on doit se nourrir de la diversité des uns et des autres pour porter une nouvelle parole universelle. Merci. Alors, donc je prends le relais de Damien, c'est pas facile. Il a envoyé du lourd là. Donc, effectivement, il nous a présenté donc, la dimension, on va dire, théorique qui précède, on va dire, notre rencontre, notre volonté, effectivement, de conduire des modes d'action très concrets
pour effectivement essayer de mettre en application donc, ce que Damien vient de vous expliquer, donc l'écologie relationnelle. Bon, bien sûr, dans l'écologie relationnelle, il y a cette dimension entre les humains et les non-humains, mais il y a également la dimension entre tous les humains, c'est-à-dire dialoguer, en fait, faire dialoguer l'intégralité des territoires, faire dialoguer les différentes cultures. Et c'est quelque chose qui, finalement, existe déjà à la base de notre projet, puisque donc on est effectivement 5 membres fondateurs, donc on va tous prendre la parole les uns après les autres, qui avons à l'origine déjà des bagages culturels, des bagages, on va dire théoriques, des bagages pratiques très différents. Là, c'est une représentation, par exemple, des territoires du monde que les membres fondateurs d'AIA, que je vais citer, donc Chloé, Cady, Damien, William et moi-même Pierre, avons fréquenté donc, au cours de notre parcours, on va dire, individuel, chacun. Donc, ça montre en fait qu'on a des attaches un peu partout dans le monde. Ça montre aussi qu'on s'est confronté, on va dire, à l'altérité. Donc, on porte ça véritablement en nous, en profondeur. Et c'est quelque chose qu'on a aussi envie de travailler, c'est-à-dire effectivement le dialogue entre les humains et les non-humains, effectivement, mais appliqué aussi dans la communauté humaine. Et bien sûr, Damien l'a déjà dit, en disant qu'effectivement, il y a plusieurs trajectoires possibles dans différents territoires, etc. Voilà, on n'est pas une association qui avons vocation à proposer un discours normatif. On ne veut pas dire c'est comme ça qu'il faut faire. Par contre, on est une association qui a vocation effectivement à réunir les gens pour qu'on explicite chacun ce qu'on porte en nous et ensuite après qu'on agisse ensemble, donc effectivement dans un cadre qu'on propose qui est l'écologie relationnelle. Et donc, voilà le cadre, on va dire, de nos influences, de nos présupposés théoriques posés. Maintenant, il faut réfléchir à comment est-ce qu'on met ça en pratique. Et nous avons réfléchi donc, à partir de l'image de l'arbre, qui est donc celui que vous avez sous vos yeux maintenant, et qui reprend un certain nombre de catégories. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de visiter notre site internet, mais qui apparaissent donc, sur notre site internet. Donc, c'est des catégories en fait, on a réfléchi, on n'a pas mis au hasard, et qui doivent encore peut-être évoluer, pas encore à 100%, on va dire, sûr de la manière dont on veut faire les choses. Mais en tout cas, l'idée, c'est effectivement de partir, donc les racines de l'arbre, partir de la mise en commun de nos identités, de nos parcours, donc de ce qui nous constitue, donc finalement chacun individu. J'ai décrit effectivement la base de données. Alors la base de données, c'est un projet concret qu'on a envie de mettre en œuvre, par exemple, en tant qu'AIA, c'est de proposer, par exemple, des fiches de lecture de livres qui nous ont influencés dans nos trajectoires individuelles. Et une base de données qui ne se résume pas à une base de données scientifique. Parce qu'effectivement, on a peut-être cité des références scientifiques, mais on est convaincu de la nécessité en fait, de faire dialoguer les savoirs. Donc, d'essayer de trouver des solutions pour le monde de demain, à la fois dans la pensée scientifique, mais également dans la pensée artistique et dans, on va dire, la pensée traditionnelle. Et les catégories sont peut-être un peu larges, peut-être un peu, on peut effectivement les discuter, mais en tout cas, on va dire c'est comme ça qu'on a posé les choses entre nous à l'origine. Donc une base de données assez large avec nos influences multiples dans les différents champs de savoir. On monte donc le tronc et là, ce qui est important pour nous, et vous l'avez déjà senti dès l'origine, présupposé théorique, c'est effectivement de se mettre en rapport avec d'autres associations, avec d'autres individus, avec vous,
parce que sinon le projet en fait fonctionne pas. C'est-à-dire il faut enrichir effectivement ce qu'on a nommé notre imaginaire, l'imaginaire d'Aya, ensemble, partager, fédérer et qu'on apprenne les uns des autres. Et ça nous amène finalement aux branches de l'arbre, où là on a défini, on a proposé deux modes d'action. Et d'un côté, le mode d'action qu'on a appelé rêver. Le rêve, parce que on est parti du constat, et puis on n'est pas le seul à le faire, hein, ce constat, qu'il est nécessaire de réenchanter aussi notre rapport au monde. Notre rapport notamment à la nature. C'est toujours difficile d'employer ce terme, notamment pour un anthropologue, je suis aussi, mais voilà. On présente souvent les enjeux écologiques sous l'angle, on va dire, de la catastrophe, sous l'angle de l'inaction de l'homme, ou en tout cas de l'action désastreuse de l'homme. Peut-être qu'il faut présenter les choses de manière plus poétique. Et donc, c'est un des éléments qui nous a réunis. C'est-à-dire qu'on voulait s'exprimer aussi par l'intermédiaire de l'art. Et on va le détailler plus tard. Mais effectivement, on a proposé la structuration d'un pôle artistique qui va venir parler finalement de l'écologie relationnelle, en tout cas de ce qu'on peut expérimenter par l'intermédiaire, par exemple, de formats tels que des bandes dessinées. Voilà, qu'on a déjà mis en ligne pour certaines d'entre elles. Donc voilà, un mode d'action, c'est ce qu'on intitule rêver. Et ensuite, après, c'est construire. Et là, on arrive, on va dire, sur des choses. Pareil, les catégories ne sont pas définies, là, on peut en discuter. C'est proposer concrètement des outils dans la vie de tous les jours, politiques, voilà, pour agir différemment. Donc là, il s'agit de faire la transition entre voilà, ce qu'on imagine comme relation au monde, donc un monde où il n'y a plus de séparation entre les humains et les non-humains. Et qu'est-ce que ça signifie dans la vie de tous les jours? Voilà. Comment est-ce que finalement on va pouvoir se comporter? Voilà, par exemple, on va se balader dans la forêt. Qu'est-ce que ça implique, par exemple, dans le mode de consommation quotidien? Et ça, pour l'exprimer, on a proposé, par exemple, de passer par exemple, des happenings du terrain. Donc, on va revenir aussi là-dessus. Donc, un pôle aussi, lui-même, qui serait structuré, effectivement, à partir de ça, un pôle qu'on appellerait action citoyenne ou politique. On ne sait pas encore exactement le terme. Mais effectivement, par exemple, il pourrait proposer un projet de type Imagine ta rue, avec cette idée de rapprochement entre l'humain et le non-humain, par exemple. Des projets un petit peu entre les deux, comme effectivement des articles de fond. On associerait effectivement à la fois une réflexion, on va dire, plus scientifique avec éventuellement des propositions pratiques. Donc ça, voilà, c'est on va dire nos lignes stratégiques pour l'heure. Voilà. On peut bien sûr encore y travailler. Et puis donc ici s'affiche donc une diapo qui résume un petit peu effectivement notre itinéraire collectif. Les premières réflexions en juin 2017, création, comme l'a dit Damien tout à l'heure, en janvier 2018. Et puis donc déjà aujourd'hui, 3 espaces qui ont été structurés, donc, que je vous ai déjà un peu touché mot, l'espace de création artistique, l'espace de médiation scientifique et un espace d'accompagnement de projet plutôt. Voilà, ces espaces vont donc vous être détaillés par mon collègue consommateur. Moi, c'est Kylie et je vais vous parler du pôle création artistique. Alors, avec Aya,
on s'est dit que travailler l'écologie relationnelle, c'était aussi s'ouvrir aux émotions, s'ouvrir à l'ordre du sensé. C'est pour ça qu'il me paraissait important et intéressant de structurer un pôle autour de la création artistique. Et via ce pôle, l'objectif, c'est d'avoir de la production de bandes dessinées liées au sujet de l'écologie relationnelle. Donc, des bandes dessinées, des contes sonores, des podcasts, des projets vraiment avec des artistes qui présentent l'écologie relationnelle et qui développent les liens. Voilà. Et donc, en exemple de ce qu'on a déjà produit, on a 3 bandes dessinées et une qui va paraître bientôt. Donc, la première, c'est Le pêcheur et l'homme d'affaires qui questionne nos rapports au temps. La deuxième, c'est Des sentiers oubliés qui amène à comprendre les relations qui peuvent unir la nature et la culture. Et la troisième bande dessinée, c'est La goutte d'eau et la flamèche, qui parle de relations inattendues qui peuvent créer des mondes très beaux. Voilà, donc la prochaine bande dessinée va apparaître bientôt. Nos dessinateurs, ce sont des amis jusqu'à présent, ce sont des amis, des personnes qui partagent la vision d'Aya et qui ont prêté de leur temps et de leur talent à la réalisation de ces bandes dessinées. Voilà, là c'est un masque qui est extrait de la bande dessinée Les Sentiers oubliés. Et à venir très prochainement, on aura des podcasts avec des artistes, des anthropologues, et, voilà, des porteurs de projets qui créent du lien entre nature et culture. Et voilà, on est en train de travailler à une chaîne YouTube aussi, qui va sortir bientôt pour pouvoir diffuser nos créations artistiques. Voilà, je vais passer la parole à Chloé pour vous présenter le projet de direction. Bonsoir. Du coup, moi, c'est Chloé. Je vais vous parler du pôle médiation scientifique. C'est un pôle qui nous a paru très important de développer très vite, parce qu'il réunissait un peu aussi tous nos intérêts, nos spécificités, nos envies, nos compétences. Donc, en fait, on s'est dit qu'il s'agissait de mettre à disposition de tous, en fait, de tout type de public, que l'on soit néophyte ou pas, qu'on soit jeune, qu'on soit plus vieux, des outils qui permettent en fait de remettre du lien entre la nature et la culture, entre humain et non humain, et là donc concentré parce que c'est un peu expliqué tout à l'heure Damien. Donc on a fait différents formats, on a des articles de fond, des reportages photos, et en fait à travers ces outils-là, on cherche à faire que les personnes puissent s'interroger sur ces liens. À travers des tribunes aussi, on a réussi à participer à des tribunes auxquelles il nous paraissait intéressant de s'engager, pour lesquelles il paraissait intéressant de s'engager et permettre aussi pour nous d'avoir davantage de visibilité pour nos actions. On a décidé de travailler 4 thématiques, 4 grandes thématiques à travers ces médiations scientifiques. Donc d'abord l'habiter, donc encourager un aménagement qui permette de valoriser et faire cohabiter nature et culture. Le dialogue, donc faire cohabiter le dialogue des traditions, des savoirs, des différentes cultures entre les vivants et les non-vivants. Favoriser la justice environnementale, donc un accès à tous à un environnement sain, et la réciprocité. Donc, la réciprocité, ça veut dire prendre soin de la nature, ça veut dire se rendre compte que la nature nous donne, mais il faut aussi savoir lui rendre. Chose qu'on ne pense pas forcément, on ne pense pas forcément tous les jours. On a décidé aussi, à travers de l'ancienne bibliothèque Alias, donc ce qu'a mentionné tout à l'heure Pierre. Donc, c'est un espace qui n'est pas encore sur le site, mais qui va l'être bientôt. De mettre à disposition des fiches de lecture. Donc là, vous avez 3 exemples différents d'ouvrages, donc ce soit des essais, des romans,
des ouvrages historiques, des annexes documentaires, ou ça peut être aussi des expositions qu'on a vues, des performances. Et avec une grille de lecture qu'on a créée qui est assez simple, qui est assez synthétique, qui est la même pour tous et qui permet donc à tout un chacun d'avoir accès à ces outils-là sans forcément tout dire la tirade de ce qui est sur notre site. Voilà. Après, au-delà de la bibliothèque, on a aussi lancé donc, des ateliers, des conférences. Donc tout cet été, on a été sur les routes de France pour faire une série d'interventions à travers différents événements qui ont été étrangers. Et ça a été un très bel exercice aussi, puisqu'on a pu parler de thématiques très variées. On s'est adressé à différents publics, comme on le souhaitait. On travaillait par exemple la construction personnelle autour du voyage, donc le relationnel. On a parlé de la décolonisation de la nature, on a parlé de population féministe, on a parlé de plein de choses, la transition écologique aussi. Et voilà, on a quelques exemples qui vont être cités après la diapositive suivante des événements auxquels on a participé tout cet été. On a été sollicité pour beaucoup de choses. Voilà, donc l'important en fait pour nous, à travers cet espace de médiation, c'est qu'on veut mettre à disposition des outils qui soient non moralisateurs. On a beaucoup insisté là-dessus tout à l'heure, on n'est pas du tout dans le normatif, mais pour apporter des réponses et des solutions qui ne soient pas forcément toutes faites, mais que permettre à tout le monde qu'elle puisse s'emparer en fait de tout ce qui sera à disposition, ces outils, et pour répondre aux enjeux sociaux environnementaux qui le concernent, qu'il soit sur son territoire, dans son cadre de vie, dans ses intérêts. Et donc le but, c'est qu'un aussi puisse être enrichi par les compétences, les connaissances, les envies, les intérêts des personnes qui veulent s'impliquer avec nous et rejoindre l'aventure et voilà, en sachant qu'on est dans une démarche de co-construction, d'écoute et bienveillance. Je passe la parole au prochain, Oui. Du coup, voilà, Chloé a lancé l'appel. On cherche des bénévoles, on cherche des gens motivés pour participer à nos projets, pour contribuer à nos projets. Justement, moi, je vais vous parler d'un axe d'action, vraiment en contact direct avec le terrain, l'accompagnement plaidoyer. Je vais passer au slide. Donc, tout d'abord, notre objectif, et Damien l'a dit tout au début, c'est de mettre en réseau, mettre en lien plein d'acteurs qui sont intéressés par le thème de l'écologie relationnelle, que ce soit des chercheurs, des anthropologues, que ce soit aussi des artistes, et après, oui, éventuellement aussi des associations, des structures qui œuvrent dans le domaine de l'écologie et qui sont intéressés par nos thèmes. L'idée, ce serait de les faire dialoguer, de les faire rencontrer à travers des conférences, à travers des podcasts, à travers des reportages, réunir un petit peu tous ces gens qui n'ont pas forcément l'habitude de discuter ensemble. Par exemple, là, comme ça, moi, je vois assez rarement en fait des artistes qui travaillent dans le domaine de l'écologie, qui dialoguent avec des chercheurs. Donc, on peut très bien imaginer un podcast où on ferait dialoguer un chercheur avec un artiste pour justement avoir différents types de visions de l'écologie relationnelle. Je suis sûr que ce serait super intéressant parce que le chercheur, il a une vision très logique, très scientifique, alors que l'artiste, c'est quelque chose de beaucoup plus créatif, beaucoup plus intuitif. Donc voilà. Première chose, vraiment, essayer de faire des conférences pour faire émerger des idées entre différents acteurs. Ensuite, l'accompagnement. Donc l'accompagnement, on devrait destiner cela à vraiment tout type de public, que ce soit les jeunes, les enfants, les adultes, le grand public, qui soient intéressés ou non par les questions d'écologie, mais aussi éventuellement destiner nos accompagnements à des décideurs politiques pour vraiment les accompagner dans une réflexion qui inclut l'écologie dans leur prise de décision, dans leur projet d'urbanisme, comment intégrer un espace naturel, comment réfléchir à la mise en valeur de biodiversité, comment créer un lien entre des centres urbains avec des zones périurbaines, voire les campagnes, comment créer ce lien-là entre cité et puis campagne. On aimerait vraiment
porter toutes ces valeurs-là, toutes ces idées-là, qui sont assez innovantes à nos sens, auprès des décideurs politiques. Et encore une fois, voilà, notre association elle est assez jeune. On est ouvert à plein d'idées, à plein de propositions. Donc, si vous avez des envies de projet, si vous avez des compétences, je ne sais pas, en vidéo, en interview audio, en dessin, tous les talents sont les bienvenus. Donc, c'est aussi un peu pour ça cette soirée, c'est de réunir un peu des gens qui sont intéressés par à la fois l'écologie relationnelle et puis aussi qui ont envie de contribuer à un projet collectif. Merci beaucoup. Bon, c'est presque fini, ça a été un peu long. On avait envie vraiment de vous présenter tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a envie de faire. La liste est infinie, entre guillemets, parce que l'écologie relationnelle, par définition, est infinie. C'est ça qui est également fascinant. Juste, on voulait vous présenter un petit peu comment on passe d'association à mouvement. En fait. Comment aujourd'hui on se structure pour faire valoir en fait, des projets territoriaux. Pierrot, tu peux passer la diapo. Donc, très rapidement, pour vous dire qu'on a plein de projets en tête. Voilà, des conférences techniques, des happenings dans les rues, un festival, bien sûr, Aya, c'est quelque chose qu'on a énormément en tête. Des projets également dans les suds. On a notamment, pourquoi pas, on est en train de maturer, mais ça met du temps parce que c'est un projet très ambitieux. Mais pourquoi pas un centre de formation en Afrique de l'Ouest, justement, sur cette thématique de l'écologie relationnelle. L'Afrique de l'Ouest offre justement la possibilité d'entrer une trajectoire de développement sur la valorisation d'une espèce emblématique, l'éléphant, par exemple. Au Burkina Faso, si je prends un cas. Donc, je passe très vite sur cette diapo. La diapo qui nous intéresse, c'est plutôt en fait, aujourd'hui, comment on a envie de vous fédérer tous autour de l'association AYA, que l'association AYA, si vous le souhaitez, bien sûr, devienne également votre association. Alors, pour ça, on a fait une première grille de fonctionnement, une première feuille de route, entre guillemets, mais cette dernière est très, j'ai envie de dire, très flexible en fonction des envies de tous les membres qui vont rejoindre le mouvement. Sachant que si la présentation vous a intéressé aujourd'hui, on va faire une journée, on va dire, de formation. Fin octobre ou début novembre, la date n'a pas encore été très fixée, on la communiquera par mail, sur les réseaux sociaux, pour qu'on se forme collectivement à cette démarche d'écologie relationnelle et qu'on brainstorm, si j'ose dire, collectivement aussi pour porter justement le récit collectif que nous avons envie de porter par la suite. Mais en tout cas, ce qu'on voulait faire, c'est que, bon, pour le moment, on est une association, donc il y a aussi, c'est aussi rude d'un point de vue administratif, donc on est obligé d'avoir des petites structures, c'est un conseil d'administration, un comité de pilotage, mais ensuite on avait envie de créer des pôles relativement indépendants qui pourraient porter des projets au nom d'AYA, au nom de l'écologie relationnelle. Un pôle artistique, donc des gens qui sont plutôt intéressés par ce dialogue entre sensibles et action écologique. Un pôle plutôt vulgarisation scientifique, comme on l'a présenté. Un pôle citoyen et politique, faire des happenings, porter la parole, écrire également des tribunes, par exemple, dans des journaux plus ou moins connus, plus ou moins référencés. Et puis, c'est malheureusement, j'ai envie de dire, devenu essentiel dans la façon de porter un projet sociétal, c'est d'être très présent sur les réseaux sociaux. Et du coup, il nous faudrait également des gens qui soient spécialistes un peu de ces questions-là pour nous aider à gagner en visibilité sur les différents réseaux sociaux. Sachant que, comme je vous disais, notre association a quand même bien marché. On a été nous-mêmes un peu étonnés de la résonance que nous avons eue en société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos réseaux sociaux sont assez bien finalement structurés. Mais aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'on a du mal à répondre à la demande. Du coup, l'idée, ça serait de créer une véritable communauté pour aller encore plus loin. Déjà répondre à tous ceux qui nous demandent et puis aller encore plus loin dans ce qu'on a envie de porter. Et tu peux passer la diapo, Pierrot. Ouais. Voilà. Et c'est ça qui nous tenait aussi énormément à cœur, c'est que vous l'avez compris, porter l'écologie relationnelle, la matérialiser dans l'acte citoyen et dans l'acte politique. Ça demande de travailler à une échelle où la relation se structure au quotidien. Et cette échelle, ce n'est pas l'État-nation. L'État-nation, c'est complètement dépassé pour penser l'écologie relationnelle. Cette échelle, c'est le vivre ensemble à l'échelle locale, l'échelle plus ou moins régionale, c'est-à-dire l'échelle du lien entre ville et sa campagne proche. En tout cas, c'est l'échelle qui nous semble tenir à cœur. Et du coup, ce qu'on aimerait faire, c'est créer toute une série de groupes locaux, de communautés locales qui auraient le droit de s'approprier le discours d'AYA, qui seraient autonomes dans la façon de porter des projets, et qui auraient pour objectif, un objectif assez modeste, hein, pourquoi pas au début, mais de porter un projet au nom d'AYA à l'échelle territoriale. C'est-à-dire que nous, vous avez vu, on porte un discours très générique, mais on ne sait pas ce qui se passe dans la ville de Nevers, on ne sait pas trop ce qui se passe à Saint-Étienne,
on ne sait pas trop ce qui se passe au Pays Basque. On essaye de comprendre au maximum cette diversité par les rencontres, par les livres, par les voyages, mais rien ne remplace l'expérience vécue d'un territoire sur 10 ou 15 ans. Et du coup, ça nous semblait ultra pertinent que des gens qui ont la légitimité pour faire des élections dans les territoires portent le discours d'Aya à travers des actions très concrètes. Et c'est l'objectif qu'on s'est donné d'ici à mi-2019, en fait, de structurer toute une série de groupes locaux, de communautés locales afin qu'Aya puisse déployer réellement ses apports. Ça peut être des projets très modestes, hein, ça peut être penser l'agriculture du territoire en fonction des enjeux climatiques et sociaux du territoire. Ça peut être penser un récit collectif culturel à l'échelle d'une ville moyenne en se basant sur la spécificité de la ville moyenne, par exemple. Ça peut être dans un pays de cocagne, un pays agricole, réaffirmer la spécificité de ce pays agricole à travers, par exemple, un petit festival très modeste. Ça peut être quelque chose de très modeste. Et ce qui est intéressant, c'est de faire dialoguer voilà, des actions très locales et un discours très génératif comme nous on a porté. Voilà, je vous remercie de votre attention à tous. Merci à tous les membres d'AYA qui ont parlé et on voulait vous poser un petit moment d'échange. Si vous souhaitez, si vous avez des questions. On ne vous a pas dit deux choses. On ne vous a pas dit d'où vient le prénom Aya, le nom Aya en fait de l'association, et on ne vous a pas dit d'où viennent ces masques que vous avez vus également. C'est important, je pense, parce que ça traduit exactement la philosophie que nous avons envie de penser. Aya, d'abord, c'est un palindrome. Donc, ça veut dire que ça se lit dans les deux sens de la même manière. Ça veut dire qu'en fait, les deux pôles qu'on essaye de relier, nature et culture, sont irréversibles l'un à l'autre. C'est-à-dire, peu importe par où tu commences ta lecture, soit de la culture, soit de la nature, tu arriveras au même récit, tu arriveras au même système relationnel. Et la deuxième particularité d'Aya, c'est que c'est un prénom africain, avec qu'un seul Y pour le coup, qui est donné aux filles africaines nées le vendredi. Ça veut dire né le vendredi Aya en tant qu'Ali, je crois, donc les gens qui parlaient en Côte d'Ivoire, au Togo et au Bénin, je crois. Mais le vendredi, c'est également le jour où on prie les esprits de la terre dans les sociétés animistes. Et ça nous semblait intéressant d'intégrer en fait une dynamique subjective, une dynamique qui est de l'ordre de la spiritualité également dans le prénom. Et pourquoi les masques? Alors les masques, justement, c'est des masques africains qui viennent de ces sociétés animistes, c'est parce qu'ils traduisent cette relation en fait dans ces sociétés. C'est des masques qu'on porte dans des cérémonies très spécifiques pour justement essayer d'intégrer la vision des non-humains dans l'acte politique à l'échelle des villages africains. Ce qu'on aimerait dire, c'est que ces masques, ils n'ont pas pour vocation de traduire une pureté anthropologique de ces sociétés. D'ailleurs, il y a des masques qui traduisent des relations très violentes avec la nature dans les sociétés africaines. Mais c'était plutôt pour porter en fait un récit corporel à l'association d'Aya, une image en fait qu'on pourra diffuser en société et puis donner également une vocation artistique à notre mouvement. Aussi, ces masques, il ne faut pas les voir comme un objet anthropologique, il faut plutôt les voir comme un objet artistique qui peut traduire une image d'Aya en société. Voilà, merci de votre attention. Juste une petite précision, ce n'est pas des masques sacrés, c'est vraiment des copies, des voilà, des reproductions. Voilà. Parce que un masque sacré, ça coûte 1 000 €, je ne sais pas le faire. Ils sont sacrés, on ne peut pas les extraire des communautés comme ça. Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir, des questions à poser, des choses qui n'ont pas été très claires dans ce qu'on veut porter? Pour le moment, ça va. C'est un discours qui est très dense, en fait, ce qu'on porte dans l'association Aya, il faut prendre le temps de le maturer, je pense. Ce qu'on vous invite à faire, c'est déjà Pardon, je vais prendre le micro pour la vidéo. La soirée va continuer. Ce qu'on voulait vous proposer, c'est pourquoi pas poser une petite animation à travers une rivière du doute, commencer à échanger collectivement sur ces thématiques nature et culture pour ceux qui souhaitent. Un apéro ensuite vous est proposé par l'association, vraiment échanger à bâton rompu. Et pour ceux à qui ça parle, en fait, ce système d'écologie relationnelle, l'idée c'est de vous inscrire sur la petite feuille en disant ok, moi ça me parle, j'aimerais bien intégrer l'association. Et l'idée c'était pour proposer un week-end de formation, comme je vous le disais, fin octobre, où là on rentrera beaucoup plus dans le concret et essayer de traduire la stratégie sociale et politique qu'Aya va apporter dans les années à venir. Pas de questions du coup? Ça va? Sûr? Ok, super. Du coup, pour ceux qui veulent rester, on va passer à la petite animation. Vous pouvez goûter, boire un coup, on va échanger un petit peu à bâton. Et puis, je crois qu'il y en a beaucoup qui devaient rentrer assez. Ouais. Oui, pardon. Alors, pour l'animation, on voulait vous proposer une petite rivière du doute, c'est-à-dire en fait proposer des réflexions qui font débat à l'intérieur de notre association. On aimerait vous dire également votre point de vue sur ces thématiques-là. Donc,
c'est quelque chose de très participatif. En fait, c'est d'échanger sur des questions très particulières, voilà, ensemble. L'idée, c'est de commencer à porter notre récit commun de manière générale. Pour ceux qui regardent la vidéo, je vais couper la vidéo. Voilà, l'idée, c'était de présenter l'association de manière générale. On ne va pas laisser la vidéo pour l'animation. Elle sera disponible en replay pour ceux qui ont loupé le début. Je sais que sur la vidéo, il y a pas mal de gens qui ont loupé le début, par exemple. D'autres qui pourront le voir par la suite sur la page Facebook.